La prochaine question, ma famille est-elle à risque? Alors, voici, si on veut, une liste de caractéristiques que nous, on utilise afin de classifier une famille. Est-ce que c'est probable qu'il y ait une mutation dans ces familles-là? Alors, les choses qu'on voit, si on veut, dans les familles de cancer héréditaire, on va voir plusieurs membres d'une même famille avec un même type de cancer, des âges d'apparition précoce. Le troisième point, transmission dominante, ça veut dire de le voir sur plusieurs générations. Le fait de voir un cancer qui est d'un type très rare, donc dans l'exemple des syndromes que je vous mentionnais tout à l'heure, dès qu'on voit un type de cancer très rare, ça peut nous faire penser, OK, peut-être que c'est plus probable que c'est héréditaire, on va investiguer cette possibilité-là. Un excès de cancer bilatéraux, donc par exemple une personne qui est diagnostiquée avec un cancer du sein bilatéral, ça peut être évocateur. Pour l'ovaire, ça l'est un peu moins parce qu'en fait, on sait que le cancer de l'ovaire est plus souvent bilatéral au moment du diagnostic. Donc, un cancer de l'ovaire bilatéral n'est pas nécessairement très évocateur pour un cancer héréditaire, mais pour d'autres types de cancers, ça peut l'être. Aussi, le sixième point, un excès de cancer primaire. Donc, si on voit une personne qui a développé plus d'un type de cancer, puis que ce n'est pas des métastases, si on veut, c'est vraiment un cancer du sein, par exemple, et un cancer de l'ovaire. Aussi, le septième point, bon, s'il y a d'autres signes évocateurs, donc d'autres problèmes de santé qui peuvent être reliés à ce syndrome-là. Et le dernier point, une absence de facteurs de risque. Donc, par exemple, un cancer du poumon chez une jeune personne de 40 ans qui n'a jamais fumé, mais ça peut nous faire penser, OK, est-ce qu'il y a un facteur de risque génétique dans cette famille-là qui fait que ce cancer-là s'est présenté? Alors, ça, c'est un peu les choses qu'on va utiliser pour classifier le risque. Le prochain diagramme, je vous montre ici un arbre familial d'une famille qui est très caractéristique pour un cancer du sein et de l'ovaire héréditaire. Donc, ce n'est pas toutes les familles qui vont être aussi, si on veut, frappantes que celle-là. Je voulais juste montrer le point. Alors, en fait, dans le diagramme, on voit, donc les carrés, c'est les hommes, les cercles, c'est les femmes. Les gens qui sont colorés en noir, c'est des gens qui ont des antécédents de cancer. Et puis, vous voyez sous la personne, en fait, il y a le type de cancer qu'ils ont développé et l'âge. Donc, ça, c'est vraiment une famille typique, si on veut, associée avec les gènes BRCA1 et 2. On voit des cancers du sein et de l'ovaire à des jeunes âges. On voit plusieurs générations atteintes. Par contre, la prochaine diapositive vous montre que ce n'est pas toutes les familles qui sont nécessairement comme ça. Il y a aussi le hasard qui peut faire qu'il y a une mutation dans une famille, mais que plusieurs gens n'en ont pas hérité. Donc, qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de cancers dans une famille. Donc, je vous montre ce diagramme-là simplement pour vous dire que c'est pas parce qu'on n'a pas les antécédents très significatifs de cancer dans la famille que ça vaut pas la peine de demander la question. En fait, la façon qu'on voit ça, nous, ici en génétique, c'est dès que la personne a la question, peu importe les antécédents, ça vaut la peine de venir demander la question, même si c'est pour se faire dire, ben c'est peu probable qu'il y ait une mutation. Ça peut avoir une valeur importante aussi d'avoir cette information-là. Donc, c'est pas parce que la famille ne tombe pas dans le même schéma, si on veut, que l'image précédente, que ça ne vaut pas la peine de poser la question. Alors, quel genre d'informations vont vous être demandées lorsque vous venez, par exemple, pour une consultation en génétique? Eh bien, en premier, on parle d'informations pertinentes concernant la personne même qui a fait un cancer. Et spécifiquement, l'information qui est importante, c'est sa pathologie. Alors, qu'est-ce que les médecins voient lorsqu'ils regardent dans le microscope? Quel type de cancer? Et puis ça peut nous aider à orienter quel gène on va tester. Donc, on n'est pas rendu aujourd'hui, en 2010, à l'étape où est-ce qu'on peut tester une personne pour tous les 25 000 gènes et dire est-ce qu'il y a une mutation à quelque part. Il faut vraiment qu'on sache quoi tester et puis on doit utiliser les informations sur la personne et sur sa famille pour nous orienter. Alors, je voulais juste passer en revue avec vous les types majeurs de cancer de l'ovaire, le type d'information qu'on va rechercher. Donc, le plus fréquent, c'est les cancers de type épithélial. Et puis ça, c'est des cancers qui se développent dans les cellules, en fait, qui recouvrent les ovaires ou les trompes. Et puis, c'est la grande majorité des cancers qui sont de ce type-là. Alors, les mots qui font penser à cancer épithélial, c'est séropapillaire, par exemple, mucineux, cellules claires, endométrioïdes. Donc, c'est la majorité des cancers épithéliaux.
Et puis, en fait, ces cancers-là, c'est les cancers qui sont, si on veut, un peu plus sournois. Il n'y a pas de signe spécifique qu'une personne a un cancer de l'ovaire de type épithélial. Donc, souvent, le diagnostic est un peu plus difficile, puis ça peut prendre plus de temps avant que le diagnostic soit fait. Probablement 10% des cancers de l'ovaire de ce type-là sont héréditaires et puis donc liés majoritairement au gène BRCA et au gène du syndrome de Lynch. Le deuxième type de cancer de l'ovaire dont je voulais vous parler, c'est un cancer qui s'appelle des tumeurs du stroma des cordons sexuels. Et puis ça, c'est vraiment des cancers qui se développent dans les cellules qui supportent les ovaires et les cellules qui produisent des hormones. Et puis ça, c'est seulement 5 à 10 des cancers de l'ovaire qui sont de ce type-là. Souvent, ils sont plus faciles à diagnostiquer à des stades précoces parce qu'ils sont associés avec des changements hormonaux. Et donc, on va voir des symptômes chez la personne de changements hormonaux qui vont faire que là, on va aller voir plus loin et c'est comme ça que le cancer va être découvert. La plupart de ces cancers-là sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans. Et puis, cette pathologie-là spécifique est associée avec deux des syndromes plus rares dont je vous ai parlé. Donc, si on voit qu'une personne a ce type de cancer-là, par exemple, on ne va pas faire le test BRCA en premier parce que ça ne serait pas approprié. On voudrait commencer par les gènes qui sont plus appropriés pour cette personne-là. Puis le troisième type de cancer de l'ovaire dont je voulais vous parler, c'est des tumeurs qu'on appelle germinales. Et puis ça, c'est des tumeurs dans les cellules qui deviennent les ovules. Encore une fois, on est plus capable de diagnostiquer à des stades précoces parce qu'ils sont souvent associés avec des douleurs intenses, des douleurs qui sont très soudaines. Et puis la majorité de ces tumeurs-là vont se développer chez les adolescentes. Et puis encore une fois, ils sont associés avec un des syndromes plus rares. Donc si on voit une tumeur germinale chez une personne, on ne va pas nécessairement commencer avec les tests BRCA. Bon, quelles sont les autres informations qu'on va demander concernant la famille? Donc, qu'est-ce qui est important à questionner dans notre famille si on se pose la question, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'héréditaire? En premier, c'est sûr qu'on demande de l'information sur l'origine ethnique. Donc, les parents viennent de quel pays, de quel coin du pays, etc. On va aussi regarder, est-ce qu'il y a plusieurs apparentés proches avec du cancer? Est-ce qu'il y a des cancers à un jeune âge? On va aussi considérer les deux branches de famille. Donc, on a tendance à penser que parce qu'on parle de, par exemple, cancer du sein ou de l'ovaire, que c'est plus probable que ça vienne du côté de notre mère. Mais en fait, les hommes peuvent aussi être porteurs de changements dans ces gènes-là et donc peuvent les transmettre à leurs filles. Donc, c'est important de regarder des deux côtés de la famille. On va souvent jusqu'à 3 générations en arrière. Donc, on va demander à la personne l'information sur elle-même et ses frères et sœurs, ses tantes et ses oncles et ses parents et ses grands-parents. Et puis, on questionne aussi sur tout type de cancer. Donc, parfois, un type de cancer dans la famille qui n'est pas nécessairement relié, qui n'est pas du tout un cancer de l'ovaire, peut quand même être pertinent. Donc, on va demander tous les diagnostics de cancer dans la famille. Alors, si on arrive au point où est-ce qu'il y a un conseil génétique, qu'est-ce qui se passe dans un conseil génétique? C'est quoi un conseil génétique? Alors, souvent, les gens ont tendance à penser que conseil génétique égale analyse génétique. Puis, en fait, ce n'est pas le cas. Souvent, les personnes vont être référées, je réfère cette patiente pour savoir si son cancer est héréditaire, puis parfois, chez cette personne-là, des tests ne vont pas être indiqués ou appropriés. Mais c'est important, ça peut être important de venir au conseil génétique quand même. Si on veut, notre rôle en génétique, il inclut toutes sortes de choses, dont l'analyse génétique. Puis les autres choses que ça inclut, c'est aider la personne à obtenir toutes les informations, donc l'information sur sa pathologie, l'information sur sa famille, parce que c'est quand même parfois beaucoup d'informations à obtenir. Donc, on aide les familles à travers ces processus-là. Ensuite, notre rôle inclut aussi l'évaluation de la famille. Donc, une fois qu'on a ramassé toute cette information-là, on va faire une évaluation. Ensuite, s'il y a un test qui est indiqué, notre rôle inclut de faire les analyses, de parler des analyses. Et puis, en dernier, en fait, si un test est fait, il y a faire le suivi de tous ces résultats-là, de faire le suivi avec la famille pour s'assurer que l'information est bien comprise. Alors, il n'y a pas nécessairement juste le test qui va être fait lors du conseil génétique. On va aussi revoir des informations un peu comme l'information génétique que je vous ai donnée au début de la présentation. S'il y a des tests qui sont faits, on va aussi parler de, expliquer c'est quoi exactement le test, quels sont les avantages, les inconvénients, quelles sont les limites.
Si une analyse génétique est indiquée, elle va être organisée à travers notre service. Ensuite, il va y avoir des recommandations de suivi qui sont faites, et ce, même s'il n'y a pas de test génétique qui est offert. On va aussi aborder les aspects, si on veut, tout ce qui est psychosocial, parce qu'en fait, faire des tests génétiques et parler des cancers, des diagnostics dans la famille, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile et qui peut engendrer toutes sortes de sentiments chez la personne, parfois des réactions qu'on ne s'attendait pas. Donc, on veut essayer d'adresser toutes ces choses-là aussi. Et puis, il y a aussi tout le côté communication avec les membres de la famille. Donc, si, par exemple, une personne fait un test génétique, on retrouve une mutation, eh bien, on va aider cette personne-là à aviser les membres de sa famille. Par exemple, on va parler de comment est-ce que ça peut être fait, qui dans la famille doit être avisé, etc. Donc, si on veut le conseil génétique, c'est beaucoup plus que juste le test. Et puis, ça peut valoir la peine de venir pour l'information, même s'il n'y a pas de test qui est offert.